C'est l'heure de la grande édition. Soyez les bienvenus sur la télévision rwandaise. Au sommaire de l'actualité d'aujourd'hui, nous avons l'Office rwandais pour la promotion du développement du transport qui indique qu'avant la fin de cette année, le premier port sur les 4 qui doivent être construits sur le lac Kivu sera opérationnel. Quel impact l'industrie culturelle et créative a-t-elle sur le développement socio-économique de l'Afrique? La réponse est avec les détails de l'actualité à travers le reportage d'un grand rendez-vous de cette industrie qui rassemble depuis jeudi de cette semaine des artistes africains dans un festival organisé par Africa in Colors. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. L'Office rwandais pour la promotion du développement du transport indique qu'avant la fin de cette année, le premier port sur les 4 qui doivent être construits sur le lac Kivu sera opérationnel. Les travaux de construction de ces ports sont en cours et cela concerne les districts de Rubavu, Rutsiro, Karongi et Rusizi, tous de la province de l'Ouest, frontalière de la République démocratique du Congo. Ceux qui pratiquent le commerce transfrontalier se réjouissent des infrastructures qui pourront améliorer les échanges commerciaux entre ces 3 districts, d'une part et d'une autre, donc la province de l'Ouest et les provinces du Nord et du Sud, Kivu en République. Donc, les travaux de construction de ces ports ont débuté par les districts de Rubavu et Rusizi avec un coût de plus de 7 milliards de francs rwandais, alors que la deuxième phase va concerner les districts de Karongi et de Rutsiro. Un grand rendez-vous de l'industrie culturelle et créative rassemble depuis jeudi de cette semaine des artistes africains dans un festival organisé par Africa in Colors pour dire l'Afrique en couleurs. L'Académie du patrimoine culturel au Rwanda et l'Office rwandais de développement, respectivement représentés à ce festival, partagent le point de vue selon lequel l'industrie culturelle et créative contribue au développement socio-économique une fois que les agents de ce secteur donc aspirent au professionnalisme dans leurs activités. Les artistes en provenance de près de 40 pays du continent africain qui se trouvent à Kigali et échangent donc l'expérience de l'industrie culturelle et créative au cours de 4 jours sous le thème « Connecter pour impacter ». Au programme, la priorité est d'apprendre ou améliorer comment connecter la culture et la technologie, comment attribuer la valeur aux talents africains et encourager les créateurs africains à réfléchir localement mais agir globalement dans le sens de garder à cœur les premiers consommateurs d'œuvres africains devraient rester les Africains eux-mêmes. Africa in Colors met un accent, donc une lumière dans les secteurs clés, l'industrie créative, donc la mode, l'art et les jeux, sans oublier le cinéma. Parlons maintenant de technologie en Afrique. Après 3 jours de travaux relatifs dans le cadre de mettre un accent sur l'usage de nouvelles technologies dans les secteurs qui contribuent au développement socio-économique en Afrique, notre confrère Edi Sabiti s'est entretenu avec le ministre tunisien des technologies et de la communication pour une image claire de ces travaux suivants. Merci pour cette invitation. Tout à fait, le sommet s'est déroulé autour des cités intelligentes, les cités d'aujourd'hui et les cités de demain. La plupart des sessions et des panels ont discuté quels sont les préalables nécessaires pour rendre nos villes des villes intelligentes, des villes green, des villes qui utilisent la technologie. Et les choses essentielles qui ont été discutées, c'est quelle est l'infrastructure numérique nécessaire qu'il faut mettre en place au niveau de nos villes pour permettre aux citoyens de se connecter d'abord, pour permettre aux citoyens aussi de bénéficier des services qui sont aux alentours et aussi de faire appel aux entreprises publiques et privées et pour les encourager à aller davantage vers l'usage des outils numériques, l'usage des solutions écologiques, l'usage des énergies renouvelables dans tous les secteurs. Voilà. Et j'ai reçu une invitation de Madame la ministre des Technologies de l'Information et de l'Innovation, donc que je remercie par cette même occasion. Et on s'est mis d'accord qu'on va mettre en place un cadre de coopération dans les semaines futures entre la Tunisie et le Rwanda. En tout ce qui concerne donc les technologies de l'information, de la communication et les solutions donc du numérique, et on va très vite, très rapidement mettre en place et signer cet MOU dans les semaines qui vont suivre.
Monsieur le ministre, au cours de ces travaux de Kigali, il était aussi et surtout question de combler le fossé, sinon de réduire le gap, notamment pour ce qui est de la connectivité pour les communautés moins desservies. Oui, oui, tout à fait. En fait, le rôle des ministères qui sont chargés des télécommunications, leur rôle, c'est il faut tout d'abord aller vers les zones blanches, les zones qui sont mal desservies. Il faut soutenir l'effort des opérateurs et des divers acteurs pour essayer de bien couvrir ces zones, ça d'abord, d'une part. Et aussi, il faut étendre le réseau de fibre optique et offrir le très haut débit. Par exemple, en Tunisie, récemment, on a lancé un projet qui s'appelle EduNet 10, qui consiste à connecter à peu près 3300 écoles primaires et secondaires par le réseau de fibre optique. Et on compte dans une seconde phase de ce projet de ramifier ce réseau et d'aller pour connecter les autres services publics, les autres administrations qui sont aux alentours des écoles. Donc le rôle essentiel des départements qui sont chargés des télécommunications, c'est d'aller vers les zones blanches, bien couvrir les zones qui ne sont pas bien desservies, connecter les établissements publics et les services publics par le très haut débit et essayer d'arroser toutes ces régions par la connexion très haut débit. De l'autre côté, il faut s'assurer que le citoyen a l'accès, a les outils pour pouvoir accéder à l'Internet, accéder au réseau et aussi, il ne faut pas oublier la culture du numérique. Il faut travailler sur la diffusion de la culture du numérique parce que c'est le troisième élément qui souvent manque, c'est la connaissance, comment on va manipuler les outils pour se connecter et pour bénéficier des services numériques. La connaissance de la part des citoyens, bien entendu, mais Monsieur le ministre, aujourd'hui, maintenant, c'est vrai, il y a une certaine éducation, il y a une certaine connaissance que les citoyens, les ordinaires doivent avoir, mais déjà pour qu'ils comprennent le rôle fondamental des nouvelles technologies dans le développement de nos villes, par quoi il faut commencer, Monsieur le ministre? Tout d'abord, pour pouvoir diffuser cette culture du numérique, à mon avis, il faut travailler de manière croisée avec les autres départements, les autres ministères qui ont cette proximité, qui ont la présence régionale et la proximité de ces citoyens. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des programmes conjoints avec le ministère de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Emploi, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur. Donc il faut travailler avec ces départements pour pouvoir mettre en place des programmes pour aller vers les régions et pouvoir diffuser cette culture du numérique. Voilà, donc ça c'est essentiel pour pouvoir faire bénéficier le maximum disons, de citoyens des outils et des solutions qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train de fournir. La philosophie, elle est simple. Il faut varier les canaux à travers lesquels on est en train de servir les citoyens. Ça veut dire au niveau du guichet, il faut simplifier les procédures, les améliorer l'accueil. Il faut aussi mettre en place des portails en ligne. Il faut servir le citoyen en ligne. Il faut aussi, comme dans beaucoup d'autres pays ailleurs dans le monde, il faut mettre en place des distributeurs qui vont aussi distribuer des documents administratifs aux citoyens. Il faut aussi mettre en place des maisons de services rapprochées pour le citoyen. Ça veut dire, pour bien servir le citoyen, il faut multiplier ces canaux de service. Voilà. Alors, doit-on comprendre par là qu'il faut passer par déjà un engagement et une participation citoyenne? Oui, tout à fait. C'est un parmi les points qui a été évoqué pendant le sommet, c'est l'engagement du citoyen. Le citoyen aussi doit être un citoyen responsable, un citoyen qui aussi a le courage pour utiliser les outils numériques, parce que aussi il y a un aspect de confiance qu'il faut améliorer, qu'il faut travailler sur la diffusion de la confiance du numérique. Une fois le citoyen, il ait ces outils et qui vont offrir des services en toute facilité, tout confort, il va pouvoir adopter en toute confiance. Oui, l'engagement du citoyen, il est essentiel pour pouvoir réussir cette transition numérique vers les villes intelligentes, vers les services qui sont bien avancés et développés. Voilà. On parle de la connectivité, c'est très important. Monsieur le ministre, nous savons que tout développement, déjà, il faut partir d'une certaine volonté politique pour tout développement. Mais nous savons et nous remarquons qu'ailleurs, là je parle même loin du continent africain, on voit les privés prendre le devant, notamment pour ce qui est des projets de développement, avec notamment pour ce qui est de la connectivité. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait
du rôle que jouent les privés sur le continent africain pour ce qui est de la pénétration de la connectivité et surtout du développement socio-économique de nos pays à travers les nouvelles technologies? Bon, peut-être ici la réponse, à mon avis, elle est claire. Il y a le public, le gouvernement, il a déjà un rôle. Seul ne peut pas tout faire et tout atteindre et tout réaliser. On a toujours tendance à pour ramener à attendre tout des gouvernements de l'État. en Afrique. Ce n'est pas vrai. Mais aussi le secteur privé et la société civile aussi, ils ont un rôle important pour aider l'État à réaliser ses objectifs, à implémenter les stratégies numériques, les stratégies écologiques et tout ça. Et aussi, il faut penser au partenariat public-privé pour réussir pas mal de projets, surtout les méga-projets qui sont énormes, qui concernent tout ce qui est capacité d'hébergement, tout ce qui est, par exemple, la connectivité pour aller vers les régions qui sont mal desservies. L'État seul ne peut pas faire ça. Il faut coopérer avec le secteur privé. Donc je confirme, il y a l'État qui doit jouer son rôle, qui doit mettre en place une politique ouverte, participative. Il y a le secteur privé, la société civile, l'université aussi. Il y a la coopération de tout le monde pour pouvoir atteindre les objectifs très, très rapidement. Est-ce que la connectivité dont on parle aujourd'hui est-elle aussi cruciale, Monsieur le ministre, que, par exemple, la distribution d'eau potable, l'électricité? Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique, aujourd'hui, la connectivité est aussi primordiale que ces deux autres secteurs? Je parle bien de l'eau et de l'électricité. La réponse peut-être ici est simple. Les villes intelligentes, c'est un ensemble de réseaux. C'est le réseau de transport, réseau électrique, réseau de télécommunications, réseau de distribution d'eau, le réseau humain, le réseau social. Pour pouvoir rendre une ville intelligente, il faut superposer ces réseaux et les interconnecter pour pouvoir créer ce confort et cette valeur ajoutée qu'on va offrir aux citoyens. Ça veut dire que le réseau de télécommunications, il est essentiel pour pouvoir interconnecter ces réseaux qui étaient avant isolés les uns des autres. Maintenant, pour pouvoir rendre une ville intelligente, il faut les superposer, les interconnecter pour pouvoir créer cette valeur ajoutée. Pour terminer, vous avez passé 3 jours à Kigali. De toute façon, c'était un travail après travail, mais c'était aussi une occasion de connaître le pays et surtout le secteur qui vous est cher, notamment les technologies ou donc le ministère de tutelle. Qu'est-ce que vous ramenez de Kigali comme leçon personnelle pour un ministre tunisien, pour un ministre africain qui visite un pays africain, le Rwanda et la ville de Kigali? Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que Rwanda et Kigali et le gouvernement et l'État, il est en train de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat et les startups aussi. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a un développement remarquable des services sur mobile, tout ce qui est mobile payment. Ils sont aussi intéressés par la mise en place du mobile ID pour pouvoir améliorer les services qui sont offerts aux citoyens. L'infrastructure, elle est bonne. Je vois que le pays il est sur la bonne voie. Et on a appris beaucoup de Rwanda et aussi à travers cette coopération qu'on va mettre en place, on va peut-être apprendre les uns les autres des expériences des uns des autres et on va avancer tous ensemble pour bien se placer sur cette carte mondiale du numérique. Il faut bien se placer. Le continent africain, les pays africains doivent bien se placer et se distinguer parce qu'on a tout. On a les ressources humaines, les ressources naturelles, la matière grise, on a tout pour pouvoir se distinguer des autres. Voilà. Docteur Nizar Ben-Nedji, ministre tunisien des technologies et de la communication. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé dans nos studios. Merci à vous aussi, merci pour l'invitation et à très bientôt. Merci. Place maintenant à l'actualité concernant les réfugiés hébergés par le Rwanda qui se réjouissent des projets d'assistance et d'autofinancement dont ils bénéficient dans les camps, mais qui souhaitent donc tout de même que les pays d'origine et la communauté internationale s'investissent davantage pour leur retour au bercail. Jean Damascène Manéchine. Ils sont plus de 125 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda dans 5 camps à travers le pays. Plus de 59% d'entre eux sont des ressortissants de la République démocratique du Congo et plus de 40% des Burundais. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais.
Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés et ces derniers développent des activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup de réfugiés qui font des affaires au Rwanda. Ils en ont droit. Les réfugiés font des affaires dans les districts où ils vivent. Quand on cohabite avec quelqu'un, on partage les services de base comme l'alimentation en eau, les services éducatifs, les services sanitaires, les marchés, les routes. Vous vivez dans un même environnement. Nous avons initié ce projet pour alléger la pression des réfugiés sur la population locale. Dans les camps de réfugiés, les enfants constituent une bonne partie des occupants. Ils ont une école et comme les nationaux, ils jouissent de programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire. La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés. Même si les réfugiés sont assistés par le HCR, le gouvernement rwandais et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leurs pays respectifs. Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons. Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous. Même si le Haut Commissariat pour les réfugiés promet une assistance continue à ces réfugiés vivant au Rwanda, il déplore tout de même la persistance des handicaps au retour des réfugiés dans leur pays. En fait, ce que nous souhaitons, c'est vraiment une solution durable pour la question des réfugiés. Et la solution durable, c'est le rapatriement des réfugiés dans leur pays, le rapatriement volontaire. Pour le Burundi, la situation s'est améliorée et les gens peuvent partir. Pour les réfugiés congolais, la plupart viennent de l'Est de la République démocratique du Congo. Et une zone qui n'est pas encore totalement stable. Dans cette condition, il sera difficile d'organiser un rapatriement. À part plus de 125 000 réfugiés, le Rwanda abrite depuis septembre 2019 les migrants venus de Libye au terme d'un accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Union africaine et le gouvernement du Rwanda. Jusqu'à présent, plus de 1200 ont été accueillis et plus de 600 d'entre eux ont déjà trouvé des pays d'accueil. Les praticiens de la médecine traditionnelle estiment que le continent africain regorge de tant de richesses qui devraient être valorisées pour le bien de la population. C'est en tout cas le point de vue de Robert Dassou du Bénin. De passage à Kigali, il s'est confié à la télévision rwandaise et nous livre aussi l'expérience de son pays, le Bénin, en la matière. L'Afrique a beaucoup de richesses et la personne qui se traite avec les plantes vit très longtemps. Au Bénin, la médecine traditionnelle est très avancée, que nous avons une association nationale qui regroupe tous les praticiens au Bénin. Et chaque département, chaque village a son jardin botanique que nous exploitons pour la composition de nos produits. Alors, un praticien béninois qui doit sortir du territoire du Bénin et aller ailleurs doit être reconnu par l'État. Moi, j'ai ma carte qui est là. Et tout produit qui doit sortir également doit passer par la DANA, la direction de l'alimentation nutritionnelle appliquée. Là, c'est cette direction-là qui va approuver l'efficacité des produits et qu'on peut sortir avec et traiter nos patients dans nos pays voisins. Voilà. Nous sommes une complémentarité de la médecine moderne. Il y a des maladies que la médecine moderne n'arrive pas à traiter, alors que la médecine naturelle arrive à traiter. On se cohabite, on est ensemble. Voilà, on se complète. Ça, on veut ou pas, on se complète. Voilà. Donc, la particularité qui est là, nos produits naturels, qui a été contrôlé par une direction de laboratoire, n'a pas des effets secondaires. Un praticien béninois, s'il veut vraiment être un praticien qui soit reconnu par l'État, doit mettre sa famille en exercice. C'est-à-dire quoi? Lorsque je prends mon produit ci, que je fais ma dose, je dois utiliser. Ma femme doit utiliser. Mes enfants doivent utiliser. Mes frères
mes oncles. Et c'est par là que je vois que oui, ça là, c'est bon. Et j'amène au laboratoire pour tester. Et c'est le laboratoire qui va me dire maintenant, tel plan que tu as utilisé est trop, diminue un peu. Tel plan que tu as utilisé, c'est bon, garde comme ça. Et on fonctionne de cette manière. On passe maintenant à l'écho du Rwanda pour parler des statistiques actuelles qui montrent que le tourisme au Rwanda a généré 247 millions de dollars américains au premier semestre de 2023, ce qui laisse planer l'optimisme que ce secteur va rapporter davantage, cela étant la tendance et à la diversification des domaines touristiques dans tous les coins du pays. Le point avec Jean-Damascène Manéchim. Le secteur touristique au Rwanda a déjà fait ses preuves et figure parmi les secteurs clés qui rapportent énormément au trésor public. Les atouts touristiques qui font la réputation du Rwanda contiennent notamment des gorilles de montagne. Cette espèce est rare au monde, hébergée par le Parc national des volcans au nord du Rwanda. Pour valoriser cette exclusivité, depuis 2005, le Rwanda a organisé une cérémonie de nomination des gorilles et jusqu'à présent, 374 bébés gorilles ont été nommés dans ces cérémonies. Il s'agit là d'un événement qui rassemble les diverses personnalités venues du monde entier pour se joindre aux communautés avoisinant cette réserve naturelle dans l'optique de la célébration ultime de la nature et de sa conservation. À part les volcans demeurent des gorilles de montagne. Le Rwanda connaît d'autres parcs comme celui de la Kagera, la plus grande zone humide et protégée d'Afrique centrale, et le dernier refuge des espèces de savane au Rwanda, aussi le seul parc des Big Five au Rwanda. Pour sauvegarder mieux la biodiversité dans ce parc, le Rwanda se félicite d'avoir quasiment éliminé le braconnage. Des lions ont été réintroduits en 2015, suivis des rhinocéros. Devenu un refuge pour la faune sauvage, le parc s'est lancé dans le soutien tout azimut aux entreprises génératrices de revenus à destination des communautés locales. Un autre site non moins important, le parc national de Nyungwe. Là, nous sommes au sud du Rwanda. Celui-ci est situé dans les collines du sud-ouest du Rwanda, à la limite du Burundi, où il se prolonge avec le parc national de Kibira. Le parc de Nyungwe est traversé par une route goudronnée permettant de rallier facilement la ville de Rusizi, frontalière de Bukavu, en République démocratique du Congo. On y trouve surtout des plantes rares et d'une extrême beauté, notamment des begonias sauvages et des lobélies géantes. La fameuse rivière Rukarara, l'une des principales sources du Nil, prend naissance dans cette forêt naturelle de Nyungwe. Bien plus, le parc fournit 70% de l'eau douce au Rwanda, ce qui justifie son importance. Par les revenus touristiques de ce parc, la sauvegarde de Nyungwe s'impose, car elle est d'une grande particularité. Nyungwe figure parmi les grandes forêts tropicales africaines. C'est très important. Protéger cette forêt, c'est protéger la vie des gens. Sa sauvegarde, c'est la sauvegarde de la vie humaine. Pour le pays, les recherches ont montré que 70% des eaux de notre pays prennent source dans cette forêt naturelle de Nyungwe. Deuxièmement, comme vous le savez, la source du Nil se trouve dans ce parc de Nyungwe. Toutes nos rivières comme la Nyabarongo et autres sont alimentées par l'eau qui vient de Nyungwe. Vous comprendrez donc l'importance de ce parc. L'eau est vitale dans l'agriculture. La population avoisinant ce parc en est témoin et les cultive presque toute l'année. Ce parc est entouré de 6 usines théicoles qui dépendent entièrement des eaux de Nyungwe et de la pluie abondante attirée par ce parc. Pour l'Afrique, je l'ai dit, le fleuve Nil, qui a sa source ici, traverse plusieurs pays. Parti d'ici, continue jusqu'au Soudan et en Égypte, partout on exploite cette eau. Donc sauvegarder ce parc, c'est sauvegarder la vie dans tous ces pays qui utilisent l'eau du Nil. Kubungabunga u Rwanda gusa ahubwo no kubungabunga n'ibindi bihugu bikeneye ayo mazi. Chez moi le temps est toujours beau. Il n'y a pas d'orage. Il n'y a pas de neige.
À côté de ces efforts de conservation et de sauvegarde de la biodiversité du Rwanda, dans des sites déjà connus, la population dans divers districts du Rwanda se mobilise également pour exploiter la physionomie naturelle de leur localité. C'est le cas du district de Rutsiro à l'ouest du Rwanda, où la population songe à retenir pour plusieurs jours les touristes qui visitent le parc de Gishwa-Timukura. Le camp de Bitenga a été monté sur la colline de Ruhango, un endroit susceptible d'offrir aux touristes leurs frais de la campagne avec une brise légère des montagnes des alentours. L'autre visage du tourisme en dehors de la capitale Kigali, c'est le tourisme religieux, pratiqué surtout sur la terre sainte de Kivu au sud du Rwanda, une localité devenue célèbre au monde depuis les apparitions de la Vierge Marie, reconnue officiellement par l'Église universelle depuis 2001, devenant ainsi l'unique lieu ayant un tel statut sur le continent africain. Une particularité pour le Rwanda, comme l'indique Père François Harerimana du sanctuaire marial de Kibeho. Kibeho a une particularité, c'est que en 82, la solennité de l'Assomption, qui d'habitude était célébrée avec faste et splendeur dans notre pays, la Vierge Marie est apparue en larmes. C'est un message très fort, une invitation très forte, vraiment à la conversion. Et puis une manifestation de combien le ciel vraiment nous prend au sérieux, nous aime. Et voilà, le peuple a compris que c'est une journée qui ne peut pas être oubliée dans les annales, non seulement des apparitions, mais aussi de notre histoire. C'est notre histoire. Pour aider davantage la population, depuis 2005, le Rwanda a lancé un programme de partage de revenus du tourisme à la population en orientant les investissements dans les zones entourant les différents parcs nationaux du Rwanda. Dans ce cadre, 10% de tous les revenus des parcs reviennent aux communautés. Environ 9 millions de dollars ont été dépensés pour plus d'1 000 projets communautaires autour des parcs nationaux de la Kagera à l'est du Rwanda, de Nyungwe au sud-ouest, des volcans au nord et de Gishwa-Timukura à l'ouest du Rwanda depuis le début de ce programme. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.